DUT Information Communication, option communication des organisations à l'IUT de Rodez et je suis en deuxième année. Donc, c'est une formation qui forme au métier de la communication, donc que ce soit le journalisme, la communication interne aux entreprises, la communication externe, la publicité, l'événementiel, l'audiovisuel. C'est une formation vraiment très large qui se fait en 2 ans et qui est professionnalisante puisqu'on a des stages et des professeurs vacataires, donc des professeurs qui sont des professionnels de la communication qui vont venir nous enseigner leur matière. On a développé des compétences sur tout ce qui est les logiciels Adobe, Microsoft, etc. On a eu des cours de photographie, on a eu des cours avec des journalistes pour tout ce qui va être créer un rétro-planning, un média planning, travailler les communiqués de presse, faire un dossier de presse. On va aussi avoir beaucoup de cours de marketing, de comment réaliser un plan de communication. On a des cours de langue, on a des cours d'expression orale avec un professeur de théâtre en première année, des cours de photographie, des cours d'audiovisuel. Selon certains chiffres qu'on m'a donnés, il y a 18% des étudiants en information communication qui rentrent directement dans le milieu de l'emploi, dans le monde professionnel, mais on est aussi 38% à poursuivre jusqu'au master. Et moi, c'est ce que je compte faire. Je compte continuer mes études jusqu'au master parce que je pense pas qu'un DUT soit suffisant de nos jours. Je pense qu'il faut avoir plus de diplômes et oui, je compte poursuivre mes études pour plus me spécialiser aussi. Le milieu de la communication a pour réputation parfois d'être un peu bouché. Du coup, c'est toujours ce qui fait un peu peur. Et par exemple, on a beaucoup de mal avec mes camarades à trouver des stages. L'an dernier, pour le stage de fin de première année, je crois qu'il n'y a qu'un quart ou un tiers de la classe qui a pu réaliser son stage. Les autres n'ont pas réussi à en trouver à cause de la crise sanitaire. Et du coup, je pense que c'est problématique et ça nous met en difficulté. Mais je sais que c'est possible d'entrer dans le monde de l'emploi juste après un DUT. Juste, c'est pas vraiment ce que je compte faire. Si on compare le DUT avec ceux qui font des licences, ils vont beaucoup plus être a priori sur tout ce qui va être théorique, alors que nous, on va être plus être dans la pratique. En temps normal, on a déjà réalisé des photos, on a fait un concours photo, on doit faire un projet en audiovisuel, donc avec une vraie vidéo à la fin, avec le montage, etc., le projet du scénario. En début du 4e semestre, on doit créer normalement un journal à partir d'un thème en une semaine. Donc, on doit créer le nom du journal, la mise en page du journal, faire les interviews, rédiger les articles, créer le logo, etc. Plein de choses que les autres n'ont pas forcément accès en ayant fait juste la licence. Depuis le premier confinement, on est passé tous en visioconférence, en cours à distance, et c'est encore le cas aujourd'hui. Après, je pense qu'on a la chance d'avoir des professeurs communicants qui savent utiliser parfaitement les logiciels. Du coup, on n'a pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Et on a des profs qui nous écoutent, qui sont vraiment à notre écoute. On a vraiment un très bon DUT. Mais après, oui, il y a une grosse charge de travail. Et ça peut être parfois compliqué d'avoir les cours et la partie devoir à la maison au même endroit. Je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Du coup, je suis toujours confiante. Je pense qu'on s'en sort toujours dans la vie et que si c'est pas par le chemin numéro 1, ça sera par le chemin numéro 2 et que je trouverai un métier qui me plaît et dans lequel je m'épanouirai. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de la possibilité qui m'est donnée d'animer ce deuxième focus
qui s'intitule « Enseignement, le point que transmettre à une génération en recherche de perspectives ». Deux mots sur mon point de vue sur cette question. Il se trouve qu'il y a encore quelques jours, j'avais la charge de présider une grande université, l'Université de Dauphine, et donc rien de ce qui relève de la manière d'ouvrir, de fermer, d'entrouvrir une université, de distancier des étudiants, d'organiser un enseignement à distance, de faire face à des problèmes de logement d'étudiants, à leurs craintes sur le marché du travail. Tout cela ne m'est pas étranger. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'animer ce panel. J'ai aussi accordé une attention particulière à la lecture de l'étude d'ELAB qui nous a été transmise hier et dont un certain nombre de chiffres sont tout à fait intéressants. J'ai été frappé d'observer que, d'une part, la génération des 18-24 ans nous dit que les contraintes qui s'imposent à eux et à elles sont les plus drastiques de toutes celles, en tout cas c'est leur perception, qui se sont imposées aux générations précédentes depuis l'après-guerre. C'est une sensation qui est très frappante, mais dans le même temps, il a été rappelé tout à l'heure, ces jeunes gens nous disent que 20 ans reste le plus bel âge de la vie, et on retrouve cette tension entre des craintes et des espoirs et un optimisme foncier dans l'ensemble de cette étude. Ce qui m'a frappé également, c'est que pour s'en sortir, ils comptent avant tout sur eux-mêmes et sur leur famille, beaucoup moins sur l'État qui arrive très très loin derrière. Et il me semble que ce qui va traverser nos échanges dans le cadre de ce panel, c'est la manière, que ce soit au travers des écoles de la première chance ou de la deuxième chance, de démontrer les innovations en cours, l'organisation des réseaux, du mentorat, de l'accès au stage, pour faire écho à ce que nous disait Margot Kuller à l'instant. Et puis la manière de répondre plus fondamentalement et sur le plus long terme aux attentes des jeunes gens qui sont nos étudiantes et nos étudiants, qui évidemment sont stressés par les contraintes sanitaires en cours, mais qui nous disaient avant le début de cette crise que leur préoccupation essentielle portait sur l'environnement et sur le climat. Et donc il va falloir trouver une forme d'arbitrage de manière à ce que les craintes de court terme n'évincent pas les craintes de plus long terme. Voilà un petit peu ce qu'est le cahier des charges. Et donc, pour y répondre, nous avons un panel qui sera composé d'Ingrid Kandelman, responsable du labo sociétal de l'École centrale de Marseille, Marc Martin, directeur de l'École de la deuxième chance de Toulouse, Paul Maillot, qui est président de la FAGE, qui est la Fédération des associations générales étudiantes, Solène Renaudin, lauréat du concours La Parole au 18-28, qui est organisé par le Cercle des économistes à l'occasion des rencontres d'Aix, et Solène a été lauréate en 2019. Et puis François Tadei, qui est directeur du Centre de recherche interdisciplinaire et membre du Grenelle de l'éducation. Et je vais donner tout d'abord, donc la règle est 5, vous avez la parole pour un tour de table liminaire. On va essayer de partager cette heure en deux en donnant la parole aux jeunes gens qui sont quelque part à l'autre bout et qui nous interpelleront pendant une demi-heure. Et donc, nous avons une introduction dans laquelle je vous donnerai successivement la parole pendant de l'ordre de 4 à 5 minutes, en commençant par Paul Maillot. Paul. Merci beaucoup, Patrice, pour cette introduction. Merci d'avoir convié la FAGE sur ces temps de présentation et surtout d'avoir axé cette journée sur cette thématique qui nous tient particulièrement à cœur. La question de la jeunesse sacrifiée est une question qui et malheureusement revient peut-être un petit peu trop à mon goût, trop depuis quelques temps. En parallèle de ce qualificatif, la jeunesse, et plus particulièrement les étudiants, ont souvent été source de stigmatisation ces derniers mois. Et donc, que peut-on en dire, que peut-on transmettre à cette génération-là qui est en recherche de perspectives pour reprendre un petit peu la thématique des échanges. Et je parlerai davantage des leviers qui peuvent permettre la réelle transmission de l'enseignement de ces derniers en tant que tel, puisqu'il faut, à notre sens en tout cas, d'abord en avoir les moyens. Avant toute chose, je pense qu'il faut parler de considération, qui passe d'abord par l'approche et la façon de se comporter avec la jeunesse, mais également et surtout par des mesures peut-être plus structurantes et qui vont venir pallier toutes les problématiques qu'on rencontre depuis quelques temps, qui ont été réellement remises sur le devant de la scène avec la crise sanitaire et sur le long terme. On ne peut pas nier, on ne peut pas mettre de côté toutes les mesures qui ont été prises
toutes les mesures qui ont été prises ces derniers mois, mais quel bilan on peut en tirer s'il est d'avis de se questionner un peu sur l'héritage pour une génération en recherche de perspective. On constate que toutes les mesures qui ont été prises, certes dans l'urgence, peuvent être qualifiées de palliatives, pour réutiliser les termes de Bluen, là-haut, qui vient de témoigner sur les conditions d'études en soins infirmiers. Des réabondements intempestifs des aides d'urgence pour les étudiants, des versements de 150 € qui viennent se rajouter à des mois de bourse, des emplois étudiants sur quelques mois, des psychologues recrutés également sur quelques mois. On voit bien que la question de la santé mentale est centrale en ce moment, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Et si on écarte également le public étudiant de la question, si on jette un petit coup d'œil au plan Ingénie une solution, est-ce que les emplois pourvus sont davantage des CDI ou des CDD de 4 mois qui, au final, à leur résolution, remettront des centaines de milliers de jeunes sur le marché de l'emploi? Voilà, on a plein de choses qui ont pu être mises en place, c'est indéniable, mais qu'est-ce qu'il faut demain laisser à des jeunes pour qu'ils puissent justement satisfaire les perspectives qui les animent, qui les nourrissent, et qui les font également aller un peu, qui les font vivre quoi au final. En 2 temps, ce qu'on peut leur laisser, c'est un accompagnement. Quand je dis en 2 temps, c'est plutôt pour différencier les publics, puisqu'au final, c'est un petit peu la même chose en termes de mesures. C'est un accompagnement pour les étudiants en premier lieu, qui, en leur qualité de travailleurs intellectuels, devraient avoir la possibilité de poursuivre leurs études, de poursuivre leur cursus universitaire comme il se doit. Donc avec éventuellement une réforme de l'accompagnement financier des bourses sur critères sociaux, qui doit être réalisée comme promis il y a quelques jours maintenant, comme promis et comme annoncé depuis quelques mois également, pour qu'il soit plus englobant. Mais ça ne suffira pas forcément, il faut, en termes d'enseignement, avoir des dispositifs d'aide à la réussite qui doivent réellement être mis en place, diversifier les enseignements également, parler davantage de transition écologique, de parler peut-être un peu plus également de lutte contre la discrimination, de violences sexistes et sexuelles, ce genre de choses, dans l'enseignement supérieur, qui est un lieu tout de même propice pour échanger sur ces thématiques-là. Dans un second temps, sur le public jeune non étudiant, il s'agit d'avoir un accompagnement financier, certes, mais notamment un accompagnement humain qui soit plus fort. Peut-être, par exemple, avec la garantie jeune, si le RSA 18-25 ne semble pas être d'avis en ce moment. Ce dispositif, au niveau de la garantie, a déjà porté ses fruits. On avait commandé une enquête auprès de l'Institut de sondage Ipsos qui mettait vraiment en lumière le fait que les jeunes avaient envie d'avoir un accompagnement qui soit humain, au-delà de financier. Donc, peut-être étendre ces dispositifs à l'ensemble des publics pour qu'on évite les reproches qui nous sont sans cesse faits à l'international et à juste titre sur l'identification des publics les plus spécifiques et leur prise en charge. Donc voilà pour un bref panel sur les leviers, les moyens qui vont permettre par la suite d'avoir une transmission peut-être plus juste, plus équitable et plus exhaustive de différents enseignements qu'on pourra laisser nous, pour la jeunesse de demain. Merci beaucoup, Paul. En complément de votre diagnostic en ouverture, je donne la parole à Solène Renaudin, qui est une néo-professionnelle et donc qui était étudiante il n'y a pas si longtemps, et notamment dans le cadre du concours auquel je faisais référence. Donc, Solène, il est intéressant de vous entendre, notamment parce que on peut avoir le sentiment que vous êtes passé juste avant la vague, c'est-à-dire avant les grandes difficultés auxquelles vont se confronter vos camarades qui, 1 an ou 2 derrière vous, pourraient rencontrer des conditions du marché du travail plus difficiles. Exactement, bonjour à tous et merci au Cercle des économistes de donner la parole aux jeunes une fois de plus. Alors moi, effectivement, je suis partie de ma modeste expérience en tant que jeune et en tant que jeune fraîchement diplômée. Et j'ai fait le delta entre tout ce qui m'a été transmis ces dernières années et tout ce que j'aurais aimé qu'on me transmette. Donc évidemment, le bilan est très positif, mais il y a quand même quelques points sur lesquels je pense que l'on aurait pu faire mieux et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, le premier, c'est sur la place des enjeux environnementaux dans notre enseignement. Je pense que le manque de perspective des jeunes, malheureusement, il ne date pas que de la crise économique et sanitaire actuelle. Ça fait un petit peu de temps maintenant que les jeunes se posent beaucoup de questions et se méfient de l'avenir. Alors moi, j'aurais aimé
que justement on nous dise à nous les jeunes que oui c'est compliqué, que l'avenir ne sera pas tout rose, mais qu'on va nous donner les moyens de relever ces défis. Parce qu'on fait que dire que les jeunes sont formidables, que les jeunes sont engagés, que les jeunes sont la solution, mais si on ne nous donne pas les moyens de comprendre le problème, je ne vois pas pourquoi on ferait mieux que les générations précédentes. Alors justement, je comprends que ce ne soit pas du tout la première préoccupation des jeunes qui vivent au jour le jour et que c'est facile pour moi qui justement suis passée avant cette crise et qui ai trouvé un emploi de dire cela. Mais je pense que ça peut aussi booster l'employabilité de ces jeunes et que c'est aussi le rôle de l'enseignement de faire en sorte qu'on ne repousse pas indéfiniment ce problème parce qu'on trouvera toujours plus urgent. La deuxième chose sur laquelle je pense que l'on aurait pu faire mieux, c'est sur la place de l'étudiant dans l'enseignement. Aujourd'hui, on nous apprend énormément de choses sur le monde qui nous entoure et très peu sur nous-mêmes. Alors que je pense que c'est essentiel pour trouver à la fois un métier qui nous corresponde et qui corresponde aux besoins du marché, mais que c'est essentiel aussi pour travailler sur tout ce qui est soft skills. Aujourd'hui, c'est un petit peu oublié dans l'enseignement, alors que c'est prédominant dans le monde du travail. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je pense que l'on aurait pu faire mieux, et c'est sûrement la plus importante, c'est que je pense que le système éducatif doit être là pour convaincre les jeunes que tout est possible. Et ça, il peut le faire qu'en montrant l'exemple et en garantissant l'égalité des chances dans l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, un jeune qui renonce à ses projets, à ses études à cause de contraintes financières, c'est un jeune qui ne croira plus en rien. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent, comme l'alternance dont je suis issue, qui sont des choses formidables, mais il faut les renforcer, les généraliser, pardon, et surtout communiquer dessus pour que les jeunes utilisent ces leviers. Parce que voilà, aujourd'hui, je crois qu'on a assez à faire avec toutes les inégalités liées au bagage culturel et intellectuel que l'on hérite de nos parents pour en rajouter d'un point de vue financier. Donc pour moi, c'est ces trois pistes qui peuvent être utilisées pour faire en sorte que les jeunes soient avec moins d'incertitude quand ils rentrent sur le marché du travail et avec plus d'optimisme et d'entrain et de confiance en l'avenir. Merci beaucoup, Solène. Vous avez soulevé la question de l'accès, de l'égalité d'accès, de l'égalité des chances, et il se trouve que c'est au cœur du projet que porte Marc Martin, qui est directeur de l'école de la deuxième chance à Toulouse et qui a à peu près une vingtaine d'années de recul sur l'observation de ces questions. Marc. Bonjour, bonjour et merci d'avoir pensé à m'inviter pour parler de ce que l'on peut observer depuis une école de la deuxième chance. Très rapidement, les écoles de la deuxième chance ne sont pas des écoles, même si c'est quand même un peu une école. C'est un centre de formation professionnelle qui s'adresse à de jeunes adultes qui ont justement été en difficulté ou en échec dans le cadre de leur scolarité. Et notre enjeu, c'est de leur permettre à la fois de construire un projet professionnel qui soit choisi, c'est eux qui décident de ce qu'ils ont envie de faire, mais également de renouer avec les apprentissages, de donner du sens aux apprentissages et d'apprendre à apprendre. Et enfin, ce sont pour la plupart des jeunes gens et des jeunes femmes issues de familles populaires, et leurs difficultés d'apprentissage sont aussi corrélées avec des difficultés sociales, et donc il y a tout un travail aussi à construire pour les amener à construire un projet de vie pour résoudre aussi une grande partie des problématiques de santé, de précarité, de logement, de violences subies, d'oppression qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Il y a aujourd'hui 150 écoles en France, 150 sites, et c'est un projet européen à l'origine, porté par la région Occitanie, extrêmement présente sur le projet toulousain. Alors, je voudrais revenir sur le titre, l'intitulé de la journée, comment éviter une génération sacrifiée. De mon point de vue d'observateur de Toulouse sur l'école de la deuxième chance, c'est pas une interrogation, c'est un constat. Les jeunes que nous accueillons sont globalement sacrifiés, discriminés, ont été maltraités par le système, déconsidérés, disqualifiés. Ils arrivent chez nous, souvent, ils nous disent bah oui, je suis pas intelligent ou je suis nul, etc. Ce qui est assez violent et assez inentendable. Et en plus d'être discriminés, sacrifiés, etc., ils sont également responsabilisés comme étant à l'origine de leur propre sort, donc accusés d'être eux-mêmes la cause de leur échec.
Voilà, et ce que nous constatons, nous, c'est que l'échec scolaire, c'est d'abord un échec du système. Je me souviens de l'intervention d'un jeune de l'école de deuxième chance de Bilbao, lors d'un colloque des écoles espagnoles, qui avait dit que finalement, les écoles de deuxième chance, c'était avant tout une deuxième chance donnée au système de faire correctement son travail. Et je suis assez d'accord avec ce propos. Et puis pour faire le lien avec la première table ronde, je pense que la précarité, c'est une fatalité pour eux. Et je m'interroge même des fois si c'est pas un choix, non pas de le leur, hein, évidemment, mais un choix du système. Voilà. Alors, du coup, que transmettre au sein d'une école de deuxième chance? J'ai envie de dire rien. Rien, parce que j'ai la conviction que l'on n'apprend jamais rien à personne, mais qu'en revanche, on peut créer les conditions de l'apprentissage pour qu'ils puissent apprendre et encore mieux qu'ils puissent apprendre à apprendre, transférer ces apprentissages dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours et dans l'accès à la culture et au savoir. La première condition, c'est de créer un environnement qui soit sécurisant, qui soit bienveillant, qui soit attentif, stable, et c'est tout l'enjeu du cadre que nous proposons à nos élèves. Et la deuxième condition, c'est de les aider à construire ou reconstruire leur image, une image de soi, une estime de soi. Et très concrètement, dès la première semaine de formation, nous travaillons avec eux à leur permettre d'identifier quel est leur profil d'apprentissage. Et on se rend compte que la plupart de nos élèves ont un profil d'apprentissage kinesthésique. Donc, du coup, on comprend bien que c'est compliqué pour eux de suivre un cadre scolaire classique. Et aussi d'identifier leur type d'intelligence. Très vite, ils se rendent compte qu'avec ce qu'ils ont, ils peuvent réussir, ils peuvent avancer. Et puis la troisième condition, c'est de développer une posture professionnelle où nous sommes tous convaincus qu'ils peuvent tous et qu'ils vont tous réussir. Sinon, il faut faire autre chose. Voilà. Pour ce qui concerne le confinement, c'est vrai que, juste dire une chose, la formation à distance, ramener à nos élèves, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que pour se former à distance, déjà sur au CNED ou sur les MOOC, on rencontre qu'il y a des taux d'abandon énormes et c'est vrai que ça demande de développer des compétences instrumentales, c'est-à-dire maîtriser les outils, quand on en a, des compétences informationnelles, donc ça veut dire aussi pouvoir chercher l'information et la traiter, et surtout des compétences motivationnelles. Et là, c'est tout notre travail d'accompagnement de nos élèves. Merci beaucoup, François. Donc, nous sommes interpellés par le contexte qui a d'ores et déjà conduit à beaucoup d'innovations dans la manière d'enseigner à distance, d'hybrider, mais le caractère extraordinairement long et singulier de cette crise fait que nous ne sommes probablement pas au bout de ces innovations qui vont être requises précisément pour éviter ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir d'avoir une génération sacrifiée. Je vais donner successivement la parole à Ingrid Kandelman et François Tadei pour nous apporter leur regard sur les réflexions en cours, les expérimentations en cours sur ces innovations. Ingrid? Oui, bonjour. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc moi, je travaille au labo sociétal de l'École centrale de Marseille. Le labo, il a pour vocation de piloter des projets qui créent du lien. Donc, il crée du lien entre l'école et son territoire, il crée du lien entre des jeunes futurs ingénieurs et des jeunes des quartiers prioritaires de la ville, et il crée du lien entre des entreprises et des jeunes qui en sont plutôt éloignés. Donc, gardez en tête que moi, je ne vous parle pas depuis la formation académique initiale des élèves ingénieurs, mais bien d'un satellite qui est autour de cette formation initiale. Et je pense que je rebondis beaucoup sur ce que disait Solène, qui a fait vraiment écho par rapport aux dispositifs qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense que, et la formule, vous le savez, n'est pas de moi, mais on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré, et qu'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que sur un problème qui n'est pas nouveau, le problème de cette génération sacrifiée, il n'est pas lié au Covid, il existait avant, il s'empire, par contre, ça c'est une certitude, mais que du coup, je pense qu'il faut qu'on essaye d'adresser ces sujets-là en proposant des solutions qui sont nouvelles, et donc c'est certainement en ayant des modes de pensée qui sont différents de ceux qu'on a eu jusqu'à maintenant, des façons de faire qui sont différentes,
qu'on réussira à trouver des nouvelles solutions pour adresser ces sujets. Ça veut dire, je pense, qu'il faut notamment qu'on ne soit pas, nous, le monde dans l'enseignement, un peu en surplomb comme ça des étudiants, en se disant qu'on pourrait leur transmettre à eux un peu réceptacle passif des savoirs pour qu'ils soient capables demain de travailler là où ils veulent, comme ils veulent. Je pense qu'il faut que nous-mêmes, on change nos façons d'appréhender ces sujets et en fait qu'on permette plutôt aux jeunes de eux-mêmes inventer ces solutions et de se défaire, eux, des modes de pensée qui ont été les nôtres jusqu'à maintenant, des mondes plutôt en silo, dans lesquels les normes sont très contraintes, de discipline, ou des réflexes qu'on peut avoir, des réflexes un peu adéquationnistes qui sont les nôtres aujourd'hui, où on essaye, je pense, un peu par culpabilité peut-être, de se dire qu'on va réussir à trouver des solutions coûte que coûte, alors qu'on est dans un monde extrêmement incertain, qu'on ne sait même pas ce que seront les métiers de demain, que les métiers qui étaient des métiers en tension il y a 10 mois ont volé en éclats aujourd'hui, ils ne sont plus des métiers en tension. Donc, clairement, les réflexes qu'on a dans la façon d'adresser ces sujets-là aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on s'en défasse et il faut qu'on s'en défasse avec les jeunes en question et qu'on leur redonne ce pouvoir d'agir. Au labo, la façon qu'on a d'adresser ce sujet, la conviction qu'on a, c'est vraiment que c'est ensemble qu'on aura la capacité de regarder les choses autrement et de les faire autrement. Donc, ce autrement dont je viens de vous parler, évidemment, pour trouver des nouvelles solutions. Et ce ensemble, qu'est-ce qui signifie pour nous? Je pense qu'il n'est pas central aujourd'hui, ce ensemble, dans les dispositifs d'enseignement, si ce n'est qu'on a dû tous faire à un moment donné un projet collectif dont on a dû sortir en se disant que le collectif, c'était quand même un truc qui marchait pas très bien. Mais sinon, on n'en fait pas vraiment une ressource et un levier dans les dispositifs d'enseignement. Et donc, c'est ce qu'on essaye, nous, de faire au labo, de mettre ça au centre de nos programmes. Et qu'est-ce qu'on met derrière cette idée de l'ensemble? C'est un peu une version revisitée de ce que pourrait être la compétence relationnelle, peut-être, mais pas la compétence relationnelle des années 2000, j'ai envie de vous dire, où on va vous apprendre à piloter une équipe et négocier un contrat, mais vraiment la compétence d'être dans la relation, d'être en relation. C'est une idée d'apprentissage de l'altérité. C'est une idée de collectif aussi, et donc c'est un peu toutes ces notions-là que nous, dans les programmes qu'on porte au sein du labo, on essaye de travailler avec les jeunes qu'on suit. Pourquoi cet apprentissage de l'altérité? Il nous semble être une clé fondamentale à partager pour deux raisons. D'abord parce que ça permet de prendre conscience qu'il y a plein de façons de voir le monde et c'est cette diversité des conceptions du monde, je pense, qui nous permettra d'adresser des solutions nouvelles et de trouver des solutions à la fois pour le monde de l'après-crise, mais aussi pour le monde de demain. Et puis, je pense que cette capacité, cet apprentissage de l'altérité, vraiment, il permet de développer une capacité à créer des nouveaux compromis. Et ces nouveaux compromis, ils sont indispensables là aussi pour le monde de demain. Cette capacité à un moment donné à discuter, à créer des espaces de discussion et à prendre des décisions en commun dans le débat par rapport aux arbitrages qu'on va avoir à faire demain, ne serait-ce que si on parle de transition juste, de questions de tensions sociales et environnementales, cette capacité de compromis, elle sera fondamentale. Voilà, donc je pense que j'ai pas le temps de vous donner des exemples plus concrets de la façon dont on amène ça dans les programmes qui sont les nôtres, mais peut-être dans les questions et les réponses. Oui, on y reviendra dans les questions. Je donne sans tarder la parole à François Tadei. Je sais qu'il a une contrainte ensuite. Donc François, même question, votre regard et votre expérience sur l'innovation qui est requise dans ces temps troublés. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, le mot crise en chinois contient deux caractères. Le premier, c'est danger, le deuxième, c'est opportunité. Donc il y a énormément de dangers et les jeunes n'ont pas forcément exactement les mêmes dangers que les générations précédentes face au virus, mais les dangers, y compris de santé mentale, de capacité à se projeter dans l'avenir, etc., sont évidemment très précis et ça a été dit tout à l'heure. On sait par exemple qu'aux urgences à l'hôpital Robert Debré, il y a un doublement des jeunes en situation de suicide. Donc les plus défavorisés et les plus jeunes sont très sensibles dans cette période. C'est vrai de beaucoup d'entre eux. On est tous affectés, mais je pense qu'en particulier à un âge où on a besoin de créer des relations, cette fameuse distanciation sociale, qu'on aurait dû appeler distanciation physique d'ailleurs, pose un vrai problème.
Quand on parle de génération sacrifiée, il y avait déjà l'angoisse l'angoisse climatique, l'angoisse des transformations de la planète. Nature publie aujourd'hui même un article qui nous dit que les êtres humains produisent plus en masse d'objets que la nature et le vivant n'en produit. Donc on est quand même dans cette ère de l'anthropocène et ça, c'est pas la faute de cette génération, mais c'est de facto un héritage des générations précédentes. Et donc on leur laisse à la fois une situation instantanée qui est très dégradée à cause du Covid et une dégradation sur leur avenir qui est très nette avec le changement climatique et avec toute cette pollution et tous ces problèmes. L'OMS et l'UNICEF nous disent d'ailleurs que leur espérance de vie ne sera pas celle des générations précédentes. Donc, à cause de l'épidémie d'obésité, à cause de l'épidémie actuelle, à cause de l'épidémie d'addictions qui peuvent exister. Il y avait les addictions du XXe siècle, maintenant il y a en plus des addictions au digital qui se sont ajoutées. Donc tout ça fait un tableau qui effectivement est inquiétant. Et la question, c'est comment est-ce qu'on sort de ça par le haut. Et je pense que ça a été dit en partie avant, mais je voudrais le souligner, on a besoin d'en sortir par le haut en co-construisant les solutions avec cette génération pour éviter qu'elle se sente sacrifiée. Il faut qu'elle soit actrice des transformations à venir. Et ça, c'est aujourd'hui possible parce qu'on a des outils de démocratie participative, de consultation, de civic tech qui permettent à cette génération de s'exprimer beaucoup plus qu'au préalable. Elle s'exprime déjà sur les réseaux sociaux, mais on ne leur donne pas suffisamment les moyens de passer d'une expression libre sur les réseaux sociaux à une expression co-construite de programmes et de perspectives d'avenir. Et ça, je pense que c'est le tout début de ce genre de choses. Mais par exemple, dans la Convention citoyenne pour le climat, on a permis à des jeunes dès 16 ans de s'exprimer. Mais ces mêmes jeunes n'auront pas le droit de voter sur les propositions qu'ils ont faites. Donc on voit bien qu'il y a un déficit démocratique dans la capacité à permettre à ces jeunes de s'exprimer. Et d'ailleurs, ça vient de très loin, parce que si on regarde la notion de citoyenneté, elle est arrivée à Athènes, comme chacun sait, mais à Athènes, il y a plein de gens qui ont été oubliés, en particulier les jeunes, mais aussi les femmes, les esclaves, les migrants. Et pendant les Lumières, on a repensé la notion de citoyenneté pour la faire passer à l'échelle supérieure, qui était l'échelle de la nation, et on a quasiment oublié les mêmes, et dont les jeunes, et les femmes, et à nouveau les esclaves, etc., et les plus pauvres. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de réinventer cette notion de citoyenneté. On a besoin de la réinventer, pas simplement au niveau local et au niveau national, mais au niveau global. On peut se sentir citoyen de la planète, beaucoup des jeunes se sentent citoyens de la planète, mais ils n'en ont aucun des droits. Et donc, je pense qu'on doit réinventer la notion de citoyenneté et à toutes les échelles, une citoyenneté fractale, et on doit permettre à ces jeunes de s'exprimer sur ce qu'ils voudraient faire et sur qu'est-ce qu'ils attendent. Tout à l'heure, ça a été évoqué également, comment ils peuvent retrouver du sens. Donc, il y a quelque chose qui est assez viral sur le web en ce moment qui s'appelle l'ikigai. Et l'ikigai, c'est la notion de sens pour les Japonais, mais elle se décline aujourd'hui sur 4 modalités principales, qui est de quoi le monde a besoin. Et donc les jeunes, ça nous a été dit, veulent savoir ce dont le monde a besoin, ils veulent comprendre les enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux, et c'est trop peu souvent dans leur programme. Ils veulent savoir, on doit pouvoir les aider à dire ce qu'ils aiment, on doit pouvoir les aider à savoir où trouver des ressources, et on doit leur en donner de nouvelles pour qu'ils puissent se sentir mis en capacité d'eux, on dirait empowered en anglais. Et il faut qu'ils puissent apprendre ce dont ils ont besoin. Et l'intersection de ces 4 besoins, ce qu'ils aiment, ce dont le monde a besoin, où sont les ressources et qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre, on doit les aider à co-construire du sens pour eux en tant qu'individus, pour eux en tant que collectif, pour eux en tant que génération, et on doit pouvoir les aider à non seulement devenir des adultes épanouis, mais des citoyens engagés, capables à toutes les échelles, locales, nationales et globales, de s'exprimer sur les grands enjeux. Il n'y aurait probablement pas eu de Brexit si les plus jeunes avaient pu voter, et si on permettait aux plus jeunes de voter sur les questions climatiques qui les affecteront bien plus que ceux qui ne vivront pas 2030 ou 2050, on pourrait avoir des résultats très différents. Donc je pense qu'il faut donner la parole à cette génération,
Bravo au Cercle des économistes d'essayer de le faire ponctuellement, mais comment est-ce qu'on va au-delà d'une capacité à leur donner la parole ponctuelle? Comment est-ce qu'on crée des environnements dans lesquels leur parole peut être non seulement entendue, mais élaborée, co-construite? Et je pense que des processus de type convention citoyenne sur le climat peuvent être déclinés dans des conventions citoyennes sur les universités, dans des conventions citoyennes sur les écoles, dans lesquelles on peut les inviter à dire à la fois ce qu'ils pensent de cette transition climatique, mais aussi plus généralement de ce qu'ils pensent du système éducatif ou de la manière dont on les accompagne. La notion d'expérience étudiante, par exemple, est complètement perturbée par la crise, mais on n'a jamais pris le temps de réfléchir à cette expérience étudiante. On n'a jamais fait de sciences participatives dans lesquelles on demande aux plus jeunes qu'est-ce qu'ils apprécient dans l'expérience telle qu'elle existe aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir changer demain. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler à tirer les leçons de cette crise? Je pense que si on sait sortir par le haut de cette crise, alors on peut espérer aborder au mieux les crises à venir, les crises environnementales et les crises économiques et sociétales dont les prémices sont déjà là, mais qui vont aller s'accentuant avec les difficultés climatiques et les difficultés économiques que l'on voit poindre d'ores et déjà. Donc je pense qu'il y a un besoin de transformation profonde, et cette transformation profonde, fondamentalement, elle ne pourra se faire qu'en instaurant un dialogue intergénérationnel dans lequel ces jeunes seront écoutés. Par exemple, quand on a créé la déclaration des droits de l'enfant et des jeunes plus généralement, on a oublié de leur donner le droit de demander de nouveaux droits. Et si on leur donnait ce droit, qu'est-ce qu'ils voudraient demander? Et c'est typiquement le genre de choses qui doit se faire, encore une fois, à toutes les échelles. On peut le faire à des échelles très locales, mais on doit le faire aux échelles globales. Et cette génération ultra connectée, à mon avis, sera plus que volontaire pour participer à cette transformation, pour ne pas rester une génération sacrifiée, pour devenir une génération engagée et la génération capable de transformer. Mais il faut les accompagner dans ces transformations, il faut leur donner la parole et il faut leur donner les moyens de comprendre les enjeux et de s'exprimer par rapport à eux. Voilà, je m'excuse d'avoir été un tout petit peu plus long que prévu, mais que je ne pouvais pas répondre par la suite et rester. Je vais vous remercier et puis féliciter le Cercle des économistes et tous les jeunes qui s'emparent de ces sujets. Merci. Merci infiniment François, à bientôt pour une autre occasion. Moi j'aimerais bien en retour entendre Ingrid puis Paul. Ingrid, pour revenir un petit peu sur la problématique des innovations et qui vient d'être également évoquée par François. On est dans une forme d'urgence qui nous conduit à inventer des nouveaux modes d'interaction au milieu de cette crise. Certains sont déjà très puissants. Encore une fois, tous les moyens d'enseignement à distance vers lesquels on a basculé du jour au lendemain ont permis au mieux de limiter les dégâts. Néanmoins, et notamment pour répondre aux questions qui ont été soulevées par François, il va falloir aller au-delà de ces innovations et puis faire bouger le système. Et nous sommes un certain nombre ici où j'imagine parmi le public qui nous écoute à faire partie de ce système d'enseignement et notamment d'enseignement supérieur et qui a lui ses propres pas de transformation. Et donc ma question Ingrid, c'est comment est-ce que lorsqu'on est responsable d'un labo dans lequel on expérimente ces innovations, quelle est votre vision sur la manière dont elles peuvent se diffuser et le pas de diffusion par rapport à nos urgences? Ce qui me semble surtout important, c'est de réussir à se dire qu'en effet, il faut qu'on change tous et que si on a un regard qui est porté prioritairement sur le jeune, l'étudiant d'une façon individuelle, c'est en effet un modèle entier qu'il faut faire bouger. Donc, typiquement dans la situation actuelle, je pense que l'entreprise, c'est un levier, une clé centrale sur la question des emplois à court terme et pour changer la donne. Parce que si cette génération est sacrifiée, c'est aussi parce qu'elle ne rentre pas dans un moule et dans un modèle qui est un modèle dans lequel voilà, l'entreprise aujourd'hui, elle a optimisé des process de recrutement, elle est assez convaincue que plus un profil sera linéaire et avec juste ce qu'il faut d'originalité et meilleur sera le candidat pour elle. Et donc je pense que dans les réponses qu'on doit apporter, dans les innovations sur lesquelles il faut qu'on travaille, il y a bien l'idée de changer le regard aussi de l'entreprise
typiquement, demain, si on a des entreprises qui sont capables de comprendre qu'un parcours qui n'est pas linéaire, qui a un parcours qui est atypique, c'est aussi une richesse pour elles, on aura peut-être moins de difficultés à encaisser les crises à répétition qu'on va avoir à vivre demain. Et donc, ça veut dire aussi s'interroger, nous, en permanence, sur nos propres pratiques. L'école centrale à Marseille a lancé, en l'occurrence, là, tout un chantier de réflexion sur des transformations responsables. Ça implique de se regarder, ça implique d'avoir du sens critique, d'expérimenter et de tenter des nouveaux dispositifs dans lesquels on s'inclut tous pour essayer de progresser. Mais après, je pense que personne n'a non plus la clé et la réponse absolue à ces questions-là. On est tous en train d'apprendre, en fait. Merci. Je suis curieux du regard de Paul sur ce dont on parle. Est-ce que Paul, dans le cadre de cette crise, vous avez eu le sentiment que vous et vos camarades ont été sollicités différemment que ça n'est le cas dans l'échange usuel, notamment avec les directions des établissements d'enseignement supérieur? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été un acteur, d'avoir été sollicité pour être un acteur de la gestion de cette crise? Alors, oui, à demi-mesure, en réalité. Alors oui, puisque on peut échanger quotidiennement avec les différentes instances au niveau national. Là, c'est pas vraiment un souci, on est plutôt entendu, on dialogue, on discute, on trouve des solutions, ou en tout cas, on tend à trouver des solutions. En revanche, il y a à demi-mesure, je le répète, parce que certains dispositifs, du fait de la situation sanitaire et de la crise qu'on connaît, certains textes ont permis de mettre de côté notamment les élus étudiants qui siègent dans les conseils des universités et des établissements d'enseignement supérieur et qui pourtant sont au cœur des problématiques, et peuvent trouver des solutions. Donc c'est bien de nous entendre au niveau national, enfin, ça pour le coup il n'y a pas de souci, mais au niveau local, c'est vraiment autre chose, et pourtant c'est là où se subsidiarise tout, en réalité. Toutes les prérogatives qui sont données au niveau national dans les établissements d'enseignement supérieur ont éludé totalement la parole des élus étudiants. Ce qui, in fine, a posé des gros problèmes, puisque, par exemple, si on prend la question des évaluations, on a énormément répété qu'il ne fallait pas forcément avoir des QCM de 10 à 15 minutes pour évaluer un semestre entier, qui en plus a été réalisé en dématérialisé. Force est de constater qu'au niveau local, du fait d'avoir écarté les élus sur les modalités de contrôle des connaissances notamment, et le fait de les mettre en place, ça a permis de banaliser ces pratiques-là. Et tandis que depuis 2018, on promeut l'approche par compétences, on promeut l'évaluation par plus la mobilisation des connaissances, ce qui est très intéressant, eh bien, de fait, on n'a pas pu réellement mettre en place des systèmes d'évaluation qui sont à la hauteur de ce dont ont besoin les jeunes aujourd'hui. Au-delà de ça, il y a également la question des enseignements. On a beaucoup parlé de décrochage scolaire, on a beaucoup parlé de fracture numérique, qui en est une des causes de ce décrochage-là. Mais la principale des raisons pour lesquelles les jeunes ont pu décrocher pendant la première vague et pendant la seconde, c'est notamment parce que, encore une fois, on n'a pas non plus été totalement intégré sur la façon dont il fallait aussi dispenser les enseignements à ces jeunes qui suivent des cours en dématérialisé. Donc, ce qui est très particulier, hein, surtout pour des néo-bacheliers, pour des personnes qui sont en réorientation, pour toutes les personnes qui n'ont jamais touché les bancs de la fac en réalité. Effectivement, quand on ne sollicite pas les jeunes qui sont au cœur des questions au niveau local, ça pose problème, parce que les décisions qui sont prises peuvent être un petit peu à côté de ce qu'il faut réellement. Donc vraiment à demi-mesure. Après, c'est assez hétérogène, hein. Quand je dis qu'on n'a pas été entendu au niveau local, c'est vraiment à demi-mot, puisqu'il y a des établissements dans lesquels ça s'est très bien passé. Et en général, c'est ceux où les élus étudiants, donc les représentants réellement des étudiants, ceux qui discutent tous les jours et qui sont étudiants eux-mêmes, peuvent donner leur voix. À partir de ce moment-là, à partir du moment où ils ne peuvent ne serait-ce que donner des petits indices sur comment est-ce qu'il faudrait mieux faire, forcément ça se passe mieux. Qu'ils soient écoutés ou pas, après c'est encore autre chose, mais à partir du moment où ils peuvent s'exprimer, à partir du moment où on les considère,
on constate quand même que ça se passe beaucoup mieux dans ces établissements-là. Merci beaucoup, Paul. On m'indique qu'il y a via l'amphi virtuel des questions et donc je propose de donner la parole à notre amphi virtuel. Oui, merci. Nous avons une question de Valmont Puren. Alors, il y a un Larsen. Vous m'avez entendu? Allez-y, je vous en prie. On a une question de Valmont Puren. Allez-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Donc, il y a beaucoup été parlé de la place des jeunes. Et la question de comment est-ce qu'on va au-delà, en fait, comment est-ce qu'on aura encore plus de parole en démocratie, au-delà des réseaux sociaux. Il a été évoqué la question des organisations lycéennes, en filigrane aussi celle des syndicats étudiants, et aussi de la Convention citoyenne sur le climat. Certes, ce sont de belles initiatives, là j'exprime mon point de vue, mais pour moi, ça reste beaucoup trop, globalement, des faire-valoir. C'est-à-dire qu'on nous promet, on nous donne des espaces pour nous exprimer, mais derrière, les décisions qui sont prises ne changent pas réellement, ni les mentalités d'ailleurs. On nous promettait le nouveau monde il y a quelques années. Ce dont je me rends compte, c'est qu'on est beaucoup trop resté dans l'ancien monde. Alors, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour changer les mentalités des gens qui sont au pouvoir, qui nous gouvernent? Est-ce que c'est possible? Personnellement, j'en doute. Et si ce n'est pas possible, est-ce qu'il ne nous reste que l'affrontement ou tout simplement un bête rapport de force pour essayer de faire plier l'autre côté? Bien, vaste question, très, très complexe. Moi, je peux simplement vous apporter un témoignage. Il se trouve que, même si ce n'est pas à ce titre que je suis là, que j'ai fait partie du comité d'appui à la Convention citoyenne pour le climat. J'ai trouvé cette expérience tout à fait fascinante et l'investissement des 150 citoyens est un travail tout à fait remarquable. On verra dans quelques jours, puisqu'il y a un paquet législatif qui est en discussion, si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Il me semble qu'il est un peu trop tôt pour conclure que cette expérience n'est pas aboutie. Enfin, si on lit la presse, on voit bien qu'il y a des points de tension et qu'on est peut-être éloigné de ce qu'étaient les annonces initialement ou l'engagement qui avait été pris vis-à-vis de cette convention de transmettre l'intégralité de leurs propositions sans filtre. Il me semble quand même qu'il est un peu tôt pour balayer d'un revers de la main ce type d'expérience. Donc c'est le témoignage, en tout cas sur ce point précisément, que je souhaitais apporter. J'espère que, en dehors de ce type d'expérimentation, il ne nous reste pas que la rue, mais je ne sais pas si certains des membres du panel souhaitent s'exprimer en réaction. Si ça n'est pas le cas et si je ne sens pas d'enthousiasme à répondre, je propose de passer. Il me semble qu'il y a encore une ou deux questions à minima via le Zoom et désolé Valmont de ne pas pouvoir entretenir plus longuement cet échange. Oui, alors on a une question de Céline. Céline. On ne vous entend oui, pas. Céline. Donc on a une autre question de Jules. Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, on vous entend. Ah, parfait. Super. Alors bonjour à tous. Moi, je souhaitais intervenir aujourd'hui pour faire part de ma propre expérience, de mon parcours professionnel. Donc aujourd'hui, je suis âgée de 28 ans et je suis en DUT GEA, donc dans un dispositif spécial. Donc j'étais moi-même cette jeune qui était en manque de perspective de mes 18 à mes 26 ans. Parce que j'ai dû interrompre mes études avant d'obtenir le baccalauréat. Donc, à partir de là, c'était très compliqué forcément sans expérience, sans diplôme, de trouver un travail. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai travaillé dans des usines. J'ai essayé de reprendre les études 2 ans après. Donc, pour cela, je m'étais dirigée auprès d'un CIO, Centre d'orientation, qui m'a clairement dit que ce n'était pas possible de reprendre une filière générale. Donc là, on m'a orientée sur des filières professionnelles, mais qui ne me correspondaient pas du tout.
Donc, donc j'étais là et je me posais vraiment la question de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. J'étais complètement désemparée jusqu'au moment où je fais plusieurs recherches. Donc, ça a pris du temps, hein. Donc, j'ai plusieurs recherches à partir de mes 25 ans et j'ai découvert le dispositif micro-lycée qui a été vraiment un tremplin pour moi. C'est donc un dispositif pour les jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire et qui permet d'obtenir le baccalauréat en un an. Donc je m'y suis inscrite. J'ai obtenu le baccalauréat avec mention. Suite à ça, j'ai intégré la classe préparatoire des grandes écoles à Toulouse. Mais le problème est que financièrement, déjà, c'est compliqué de subvenir à ses besoins en tant qu'étudiante. Au vu de la charge de travail que le cursus représentait, j'ai eu du mal à suivre cette formation. Et je me suis dirigée donc dans un DUT. Pareil, c'est un horaire aménagé. Donc, ça permet à des jeunes sportifs, artistes ou entrepreneurs de pouvoir réussir leur scolarité tout en réussissant aussi leur double projet. Donc, qu'ils soient sportifs, entrepreneurial ou des artistes tout simplement. Donc, je veux dire que je pense que c'est tout à fait possible hein, de sortir de cette précarité, mais c'est pas évident parce que donc déjà il faut travailler à côté parce qu'on n'a pas forcément le droit à des aides en tant que jeune de plus de 25 ans. Et, les travails que j'ai pu occuper, donc forcément je n'ai pas eu le droit non plus au chômage ou quoi que ce soit. Donc c'est assez compliqué, c'est possible, mais je trouve qu'il serait bien de mettre en avant ces dispositifs qui existent, que moi je ne connaissais pas, que peut-être d'autres ne connaissent pas et qui pourraient peut-être aider d'autres jeunes. Oui, merci beaucoup Céline. Moi, j'entendrais très volontiers Martin commenter votre expérience et notamment, je suis curieux de savoir s'il y a une interconnexion entre ces micro-lycées et les écoles de la deuxième chance. Alors, non, il n'y a pas d'interconnexion, enfin, en tout cas pas sur le territoire de Toulouse. En revanche, aussi beaucoup ce témoignage, c'est vraiment mettre en évidence que pour nous, il n'y a pas d'impossible posé a priori pour les élèves que nous accueillons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent, c'est un peu confus, c'est un peu le maquis, c'est difficile de s'y retrouver. Les jeunes que nous accueillons, je trouve qu'ils ont un mérite extraordinaire parce qu'ils font vraiment un travail. Ils ne sont pas aidés, hein, la plupart sont avec des très faibles revenus, dans des conditions très précaires, et on arrive chaque année à les amener le plus loin possible. J'ai récemment un ancien élève qui est devenu ingénieur informatique alors qu'il est rentré à l'école sans diplôme. Alors, il est devenu ingénieur informatique au bout de 7 ans, après son passage par chez nous. Voilà, donc c'est important de travailler sur ces dispositifs. Les écoles à deuxième chance, c'est 15 000 jeunes par an sur le territoire français. Toulouse, c'est 200 nouveaux entrants par an. On voit bien que c'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau importante par rapport à l'ampleur des besoins des publics qui n'ont pas réussi à valider leur titre professionnel ou leur diplôme. Donc, il est vraiment essentiel qu'on renforce ces outils. Et ça va dans cette idée que l'enjeu, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette jeunesse. Et c'est pas sur des logiques de réparation, mais bien d'investissement qu'il faut pouvoir travailler avec elle. Et sur le champ des innovations, juste un témoignage sur l'école de Toulouse. Apprendre à nos élèves les savoirs fondamentaux, ça me semble un peu compliqué. On les a pendant 9 mois, ils ont souvent 9 ans, 10 ans d'échec scolaire. Donc le parti que nous avons pris, c'est d'expérimenter au sein de l'école, de développer et expérimenter une méthode d'éducation cognitive. Pour le dire autrement, comment on apprend à apprendre en développant toute une série d'apprentissages, de stratégies pour apprendre, stratégies d'observation, stratégies de prise d'information, stratégies de gestion des émotions, stratégies de métacognition, etc., pour leur permettre précisément de lever tous les impossibles et d'aller le plus loin possible en fonction de leurs envies, de leurs possibilités, de leurs contraintes et également, accessoirement, de l'accompagnement qu'on met en œuvre. Et là, la notion d'accompagnement est essentielle. Juste une anecdote, un jour, j'ai fait une atelier d'écriture avec un écrivain local et qui avait dit à nos élèves, quand vous voyez une montagne, vous dites que c'est un obstacle. On va essayer de vous montrer que c'est un passage. Et tout notre travail, c'est un peu les Sherpas et de porter pour eux tout le poids du monde qui leur permet d'aller en haut de la montagne.
Merci beaucoup Marc. Il me semble qu'il y a une dernière question via le Zoom. En tout cas, nous avons le temps de prendre une dernière question. Alors, je vais lire une question de Camille. Les élèves ne comprennent pas que l'on puisse maintenir des examens, mais pas les cours, alors que un espace vaste est disponible dans de nombreux campus. La qualité de l'enseignement est jugée dégradée par 70% des élèves par une étude de l'ENAC. Qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Sinon, je peux vous faire part de mon expérience sur ce sujet, parce qu'encore une fois, mon métier, il y a encore une semaine, était de répondre à ce type de questions. Donc, il y a une interpellation des élèves, des étudiants, des étudiantes qui sont contraints, depuis les règles de reconfinement, à avoir des enseignements à distance uniquement, à l'exception des travaux pratiques, et qui s'étonnent qu'on les convie à venir faire des examens en présentiel, ce qui est en tout cas la préconisation des autorités de tutelle, et ce qui par ailleurs est une modalité pratique, et c'est ça le problème, qui est à peu près obligatoire si on veut valider de manière robuste les enseignements qui sont suivis dans beaucoup de formations, notamment dans les formations dans lesquelles il y a des sciences, il y a des maths, il y a de la physique. C'est assez compliqué de procéder par QCM à distance. Par obligation, ça a été le cas lors du premier confinement, et il s'est avéré que ça aboutissait à des résultats qui n'étaient pas satisfaisants, des évaluations dont la qualité n'était pas garantie, et en tout cas, il y a un consensus assez large au sein de la CPU, qui est la conférence des présidents d'université, mais ça vaut aussi pour les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, sur le fait que dans toute la mesure du possible, l'enseignement, les examens en présence sont préférables. Encore une fois, pas pour le plaisir de vous contraindre et de vous obliger à revenir à l'université, mais vraiment dans l'intérêt, dans votre intérêt, et pour se garantir qu'il n'y ait pas de doute sur la qualité et la robustesse de ce qui vous a été proposé. Et encore une fois, si le problème in fine qui se pose à vous, c'est l'insertion sur le marché du travail, eh bien, il vaut mieux qu'il n'y ait pas une année sur laquelle il y ait des doutes, encore une fois, sur la qualité du diplôme qui vous est délivré. Bien, sauf remarques ou réactions complémentaires des membres du panel, il me semble que nous sommes tout proches de la fin. Je n'ai pas redonné la parole à Solène, qui nous avait donné un cahier des charges avec 3 éléments de mémoire qu'elle souhaitait nous soumettre. Est-ce que Solène est plus convaincue à la fin de la discussion qu'au début de la discussion? Solène, on vous entend pas pour l'instant. Pardon, j'étais en mute. On n'a pas trop évoqué le sujet de l'environnement, même si je suis super contente que ce soit quand même partagé par plusieurs personnes du panel, et que tout le monde soit à peu près d'accord sur le fait qu'il faut vraiment adresser les enjeux à court terme, qui sont ceux de la crise économique et sanitaire actuelle, sans oublier les enjeux qui sont à plus long terme sur la crise environnementale. Et je pense que pour ça, il y a plein de choses à faire, comme réserver une part de nos cours aux enjeux environnementaux, mais aussi les intégrer à chaque matière pour qu'on ne puisse dissocier les choses qu'on étudie de cet enjeu-là. Et je crois qu'on peut aussi apprendre plein de choses dans ce domaine à travers l'engagement associatif. Et je voulais aussi rejoindre ce qui a été dit sur la maille territoriale. Je crois que c'est aussi par ça qu'on peut adresser ces enjeux, avec le tissu associatif qui se trouve sur nos territoires, et en essayant de créer des liens avec toutes les personnes qui les habitent pour trouver des solutions sur ce sujet. Alors, laissons, puisqu'on nous accorde 3 minutes de plus, donc moi j'aimerais bien sur le même sujet faire rebondir Paul sur la question, disons, sur la manière dont les questions environnementales sont intégrées à vos cursus ou font l'objet d'échanges dans l'espace universitaire de manière satisfaisante ou non, selon vous? Oui, merci beaucoup. Alors, ça fait déjà quelques temps qu'au niveau du CNESER, qui est un Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche, on tend à proposer des solutions pour avoir des unités d'enseignement qui soient axées sur les questions de transition écologique. C'est des choses sur lesquelles
le fait de le rendre coercitif peut tendre à une réticence, on va dire, des universités, puisque leur autonomie est aussi en jeu. On ne demande pas non plus à ce que ce soit intégré de manière trop prégnante, que ce soit 5 ou 10 heures par semaine. On demande à ce que, effectivement, ce soit intégré, soit à part, mais dans l'idée quand même beaucoup plus, et là je rejoins Célène, sur directement les enseignements. Comment est-ce que dans une maquette de formation, on peut intégrer au sein même des enseignements cette question de durabilité, de transition écologique. En fait, ça bouleverse un petit peu les pratiques, puisqu'il y a la liberté d'apprentissage, l'autonomie. Il y a plein de choses qui viendraient être bouleversées par cette question-là, donc d'induire directement les thématiques inhérentes à la transition écologique dans les enseignements. Pourtant, c'est nécessaire. Pourtant, c'est nécessaire parce que plus on recule, plus on attend, plus, comme ça a encore été très bien souligné, plus il y a d'autres sujets qui vont venir sur la table et plus ça va être relégué même au second plan. Donc, à l'heure actuelle, la question de la transition écologique n'est pas assez induite dans les enseignements au niveau des universités et devrait effectivement tendre à l'être si on veut que demain on évite une catastrophe qui nous échappe totalement. Merci Paul, et je confirme, ces questions évidemment sont essentielles, évidemment sont très présentes dans les universités, donc je pense qu'il y a un consensus transgénérationnel autour de cette problématique, et pour ce qui me concerne, je ne peux pas perdre de vue qu'il y a un an, tous les vendredis matins, des étudiants et des étudiantes faisaient grève sous mes fenêtres, et il ne faudrait pas qu'on trouve que nous traversons actuelle celle qu'on a un peu derrière nous et avec certitude malheureusement qu'on a devant nous. Quoi qu'il en soit, moi je me sens ragaillardi par notre discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'espérer, et puis la raison d'espérer essentielle, elle est dans l'étude d'Elab qui nous dit que voilà, des jeunes gens qui ont entre 18 et 24 ans, sans bien savoir comment, ont la certitude inscrite en eux et en elles de s'en sortir, et bien, faisons-leur confiance, faisons-nous confiance. Et avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous reconnecter à 14h30 pour le focus numéro 3 qui s'intitulera « Emploi 2 points, créer de nouvelles opportunités ». Voilà, merci à toutes et à tous, merci aux membres du panel, et à très bientôt, je l'espère.